Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous sacré. Nous sommes en direct de Kinshasa. Bienvenue sur notre rendez-vous Actu 60, un débat intelligent. Nous devons avoir au moins 4 invités sur ce plateau. 2 sont déjà avec nous. Il y a Maître Eleuthère Kyunga, analyste politique indépendant. Nous avons aussi Maître Christian Mwamba, un analyste aussi politique indépendant. En attendant que José Ben puisse arriver et Ernest Mouilou puisse arriver parmi nous. Mesdames et messieurs, nous analysons sur les discours du chef de l'État au sommet des Nations Unies. Le décryptage là-dessus. Encore une fois, bonsoir. Mais avant tout, j'aimerais un peu que nous puissions frôler sur cette question sur le procès de Joseph Kabila. On a rendu le verdict. Ce qui m'a plus écœuré, attiré mon attention plutôt, on prend la photo de Kabila, on amène un dolo. Maître Kyungu et le terre, ça veut dire quoi? C'est un signe quoi? Bon, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu ça, mais je sais que ce n'est pas une photo qui peut exécuter une peine pénale. Donc si ça a été fait, pour moi, bon, c'est toujours dans le cadre de la théâtralisation de la justice. Parce que vous allez amener une photo en prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc quand vous amenez en prison une photo de quelqu'un qui est condamné, donc il est en train d'exécuter sa peine. Donc ça, si c'est vraiment vrai ce que vous dites là, alors vraiment nous sommes tombés trop bas. Parce que moi je pense que nous devons élever la justice. Aujourd'hui, lorsque vous prenez langue avec le commun des mortels congolais, nous juristes, nous sommes vilipendés jour et nuit. Et vous regardez dans les réseaux sociaux, les gens demandent la fermeture des facultés de droit. Mais c'est à bon escient qu'ils le demandent. Ils ont raison de demander ça. Parce que nous, juristes, nous ne nous mettons pas à la hauteur de la formation que nous avons eue et nous ne nous mettons pas à la hauteur des attentes de la population. Donc, les juristes, nous sommes devenus des aventuriers. Hein, nous faisons des fantaisies, nous faisons des choses bizarres. Finalement, les communs des mortels ne croient plus en nous. Mais quand même, ça, c'était dangereux. Mais quand même, ce procès-là avait tenu la peine d'avoir été, non, ce procès-là? Non, pour moi, c'est un procès malheureux. C'est un procès malheureux qui n'aurait pas dû avoir lieu. Comment ça, Joseph Kabila, qui s'est affiché comme rebelle? Bon, vous savez, hein, le procès a été rendu. Nous sommes des doctrinaires, nous sommes des analystes. Mais je n'ai pas vu dans ce procès-là la démonstration de preuves des infractions qui ont été mises à sa charge. Je n'ai pas vu ces preuves-là. Donc, bon, étant donné que c'est un procès qui a été rendu par défaut, bon, le ministère public était tout seul, il n'avait pas de contradicteur. C'est tout à fait normal qu'il puisse monter sur ses chevaux. Mais s'il y avait un contradicteur, c'est-à-dire si Kabila pouvait comparaître avec ses conseils, je ne crois pas que ce procès-là aurait abouti à ce que nous avons vu comme décision. Parce que là, il y aurait eu un vrai débat de droit. Mais bon, c'était un procès à sens unique. Le ministère public a dit ce qu'il a dit, bon. Et puis on a dit Amen. Il n'a pas eu de contradicteur. Mais nous qui avons suivi cela de loin, peut-on vraiment nous convaincre, moi personnellement, avec des preuves qui parlent? Parce que le droit, il ne suffit pas de poursuivre quelqu'un, il faut démontrer que les poursuites ont un fondement, non seulement juridique, mais aussi matériel. C'est là la difficulté. Mais bon, comme je dis que le ministère public n'a pas eu de contradicteur, bon, il s'en est donné à quelle joie. Mais s'il y avait un contradicteur, je ne pense pas qu'il pouvait résister à l'analyse, n'est-ce pas, de la défense. Je ne pense pas. Et voilà, je reviendrai à vous. La même question, surtout, il ne faut pas trop vous appuyer sur la table. Maître Christian Mwamba, procès Joseph Kabila, est-ce que Kabila est-il victime ou il est en train de subir la rigueur de la loi? Tout en vous remerciant, en étant choqué, observateur sans force, mais espérant dans la résistance, alors que la force reste à la loi, nous pensons que dans les jours à venir, on donnera raison à Joseph Kabila. Comment ça? Parce que il est allé s'allier avec le M23, on a rendu le procès, on amène sa photo en dolo. Nous avions vu ensemble avec vous
la SENCO, tous les acteurs, les forces vives de la République, partir à l'est de la République. Étant Congolais, vivant dans mon pays, je n'ai pas de limites. Au moment où je dois chercher la paix, la sérénité et la stabilité de mon pays, je n'ai pas de limites. Nous pouvons tout simplement dire que l'avènement d'un état de droit auquel nous on pensait, auquel nous on rêvait, est une utopie, un jeu de mauvais goût auquel on ne peut même plus espérer. Comment expliquer? Pourquoi? Parce que, avec mon co-débatteur, il vient de soulever, nous avions eu un procès à sens cynique. Un procès à sens cynique où la justice est manipulée. Nous aimons voir, nous les hommes de droit, être dans un procès où le droit s'est dit. Malheureusement, pour la République démocratique du Congo, la survie ou le survie de droit est en péril. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est en train de dicter des formules à la justice pour agir. Joseph Kabila n'a jamais été rebelle. Je ne suis pas son conseil. Joseph Kabila n'a jamais été rebelle. À ce que je sache, Joseph Kabila a proposé, étant dans un silence qui a pris beaucoup de temps, le silence qui lui a été obligé pour le respect d'un sénateur à vie, parce qu'il y a certaines choses, certains préalables auxquels il devait observer pour rester calme. Il a observé. Si vous voyez Joseph Kabila sortir de son silence, c'est parce qu'il a constaté beaucoup de choses qui ne vont pas dans le sens des sacrifices qu'il a consentis pour remettre le pays dans le rail. J'espère que je suis en train de me faire comprendre. Joseph Kabila, aujourd'hui, est victime de tout ce qui est en train de se dire. Chercher à donner, par exemple, les 12 recommandations. Je suis, de mon propre avis, que c'est le chemin sacro-saint par lequel la RDC doit passer pour trouver la paix qui est déjà perdue. Et pendant cette émission, nous allons essayer de vous montrer l'importance de la sortie médiatique de Joseph Kabila et pourquoi il est sorti par l'autre côté. C'est pour dire tout simplement que le Congo reste indivisible. Joseph Kabila se bat pour ça. Il est victime de tout ce qui se passe en Ndolo et autres. Ce sont des mécanismes de politisation de la justice que lui a combattu à son temps. Je commence la même question sur l'analyse du discours du chef de l'État des Nations Unies. Je commence avec vous. J'aimerais savoir comment vous avez, à quel état d'esprit avez-vous reçu le discours du chef de l'État? C'est le 48e sommet, hein? 48e, 49e sommet des Nations Unies. 79e. 79e. Ok. Oui. Nous avions suivi les chefs de l'État, nous avions soutenu beaucoup de choses qu'il a dit, mais étant Congolais, nous avions des choses que nous devions appuyer. Nous ne sommes pas là pour comparer Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi, lui qui est le garant de la nation, mais en comparant les deux discours, le dernier discours de Joseph Kabila et le discours actuel du président Félix Tshisekedi, vous allez voir que je veux préférer l'école de Joseph Kabila. Comment? Joseph Kabila a dit ceci à son dernier discours. La paix, la stabilisation et la souveraineté du Congo ne viendra, je peux même vous les brandir, Jeanne, ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça viendra d'un dialogue ici de filles et fils du pays dans lequel nous allons traiter les causes profondes qui sont en train de nous séparer. Mais quand j'analyse le discours du président Félix Tshisekedi, que je salue en passant, je suis en train de voir une main tendue. Je suis en train de voir des supplications qui devaient être résolues par son mentorat de chef, tout simplement. Mais quand même, c'est tout à fait normal le fait de dire, de rappeler à ce père de reconnaître le génocide de la RDC. Quoi de plus normal? Il y a eu, étant congolais, il y a eu génocide en RDC. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de nos compatriotes qui ont perdu la vie comme ça. Mais je vais rappeler une chose. Si et seulement si on mettait en place des réformes sérieuses
qui pourrait permettre la montée en puissance des FRDC. Je ne pense pas que les chefs de l'État auraient ces discours-là. Ces discours-là est issu d'une manœuvre, d'une mauvaise gouvernance et d'une mauvaise gestion. Pourquoi? Parce que si et seulement si il y avait des réformes au niveau des FRDC, d'ailleurs, on n'allait même pas avoir besoin de faire recours aux mercenaires. Ça, je l'ai dit en passant. Parce qu'on a des ressources humaines jeunes. On peut former des militaires ici chez nous et on n'aura pas besoin d'un Pakistanais, d'un Français pour venir assurer l'intégrité de notre territoire. Non. On dira que non, le 22e bataillon va en Puerto, le 10e va à Mbujimaï et la stabilité et l'intégrité seraient assurées par les filles et fils du pays. Donc, je donne encore une fois raison à Joseph Kabila qui a parlé de traiter les causes profondes de la République entre filles et fils du pays afin de dégager une solution qui doit donner la souveraineté à notre pays. Donc, je suis en train de voir un peu de gauche des discours où on va rappeler à tout moment aux Nations Unies à chercher leur solidarité alors que nous restons impuissants face à ce qui nous arrive. Ils sont là comme des observateurs, ils ne nous aident pas. Accepter à ce qu'on puisse dire. Selon vous, qu'est-ce que vous aviez voulu que Félix puisse dire? Quel serait son message phare face aux Nations Unies? J'ai retenu quelque chose que le président a dit. Là. Il a dit la RDC doit obtenir la paix durable et non éphémère. Sans cette paix, il y aura une justice et une réparation. Il a dit deux mots. Nous ne serons pas le témoin, mais le premier artisan de la justice. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tout ce que j'utilise comme diplomatie, c'est juste en attente. Le jour où le Congo sera fort, je vais faire autrement. C'est ce que moi j'ai eu analysé. Ça veut dire que le chef de l'État reconnaît que la RDC n'est pas encore prêt aujourd'hui pour aller au front. Alors au temps de Joseph Kabila, les FARDC étaient classés parmi les 6 premières forces en Afrique qui pouvaient... Et d'ailleurs, dans la vision la plus globale, le FARDC serait l'armée africaine en avant. Parce que si on arrivait seulement à enrôler des jeunes en République démocratique du Congo, nous serons à mesure d'intervenir sur tout le front de l'Afrique pour donner la paix et la stabilité dans la région, dans le continent. Et nous serons, nous serons en même temps la force de Nations Unies auquel on fera recours comme la force phare. Donc je suis un peu déçu quand je regarde l'état actuel de notre armée. Une armée divisée qui n'arrive infiltrée, comme on l'a dit. Infiltrée par Joseph Kabila. Joseph Kabila n'a jamais été. Joseph Kabila n'a jamais été c'est qu'on a toujours. À savoir aussi, il fut chef d'état-major. Non, il fut un officier supérieur de l'armée lorsque son père était encore vivant, président de la République pendant 18 ans. C'est tout à fait normal qu'on l'accusait que c'est grâce à lui, c'est à cause de lui que notre armée a été infiltrée. C'est avec consternation quand j'ai lu, quand je regarde, quand j'écoute toutes ces accusations-là. La RDC aujourd'hui... On a trouvé des Rwandais à obtenir des postes. Aujourd'hui, nous devons aller en avant. Si nous sommes en train de résister, c'est pour essayer de relever notre pays. Notre pays, nos institutions sont tombées trop bas. Nous sommes en train de vivre des scénettes, des scénarios qui sont inadmissibles dans le respect ne serait-ce que de la vie humaine. Aujourd'hui, nous sommes au moment, si et seulement si Joseph Kabila est ce qu'on est en train de dire, qu'on nous le prouve aujourd'hui. Qu'on nous le prouve, Joseph Kabila a fait ceci, il a fait cela, et il a infiltré, il a fait cela. Mais à ce que je sache, le Congo étant une nation, comment dirais-je, qui accueille tout le monde, une nation hospitalière, nous, par exemple, je parle de moi, j'ai étudié à l'université de Kinshasa avec 2 Rwandais.
des Ougandais, des Soudanais. Notre armée aussi avait des de Rwandais qui obtenaient des postes, des grades politiques. Faites recours à notre constitution, vous allez voir comment est-ce qu'on peut obtenir notre nationalité. Ce qui me pousse à vous dire, juriste de mon État, que Joseph Kabila est réellement congolais. Même par la nationalité d'attribution, il est réellement congolais. Nous ne sommes pas dans les débats de nationalité de Joseph Kabila ni de quoi que ce soit. Nous sommes en train d'analyser les discours du chef de l'État qui nous a un peu frustrés. Personnellement, j'attendais plus, où il allait dire les Nations Unies aujourd'hui, donnez-moi des armes, je vais attaquer les rebelles pour les chasser de notre territoire, pour donner la paix aux fils et filles du pays qui sont martyrisés aujourd'hui. C'est tout ce que moi j'attendais. Demander encore l'aide des Nations Unies, voir des mercenaires revenir pour essayer de chasser, alors que nous sommes en train de dormir, de danser Dombolo, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Merci. Et voilà, je passe la parole à Maître Kiunga Eleuther. Vous allez suivre votre co-débatteur. Comment vous avez réussi le discours du chef de l'État au 80e sommet des Nations Unies? Bon, je n'ai entendu rien de nouveau. Oh là là. Oui. Mais lorsqu'il fait appel aux Occidentaux de reconnaître le génocide, c'est quand même quelque chose. Non, moi je pense que notre pays, nous avons été trop pleurnichards. Et ça c'est notre caractère. Nous aimons pleurnicher, nous n'aimons pas prendre les choses en main et nous battre nous-mêmes. Notre pays a subi plusieurs rébellions qui font qu'aujourd'hui nous déplorons beaucoup de morts. Mais en interne, quelles sont les dispositions que nous-mêmes nous avons prises? Je suis parmi les tout premiers Congolais. D'ailleurs, quand j'ai commencé à proposer qu'on puisse ramener les effectifs de l'armée à 500 000 hommes, depuis plus de 3 ans, beaucoup d'amis, de co-débatteurs disaient que non, c'est trop, c'est excessif et tout et tout. J'ai démontré que nous avons un pays vaste et que ce pays est sous-administré dans tous les domaines. Vous allez dans les domaines de la magistrature, il y a un déficit de magistrats, à tel point que nous qui faisons même l'intérieur du pays, nous arrivons dans certaines juridictions, vous avez un seul juge qui ne sait pas siéger parce qu'il n'a pas d'autres collègues. Vous avez, il y a eu même à un certain moment, tout près de Kinshasa ici, au Kwango à Kenge, où le progrès général, près de la cour d'appel du Kwango, était tout seul comme magistrat. Il devait travailler avec les OPJ, tout ça, des choses pareilles. Donc le pays est sous-administré dans tous les domaines. Nous avons un déficit d'effectifs de la police, un déficit d'effectifs de l'armée, un déficit d'effectifs de fonctionnaires dans tous les domaines, s'il vous plaît. Alors, que devons-nous faire, nous, Congolais? D'abord, nous prendre en charge et aujourd'hui, on déplore le chômage. Mais il y a beaucoup de postes qui ne demandent qu'à être comblés. J'avais proposé qu'on puisse ramener les effectifs de notre armée à 500 000 hommes. Bon, heureusement, j'ai été suivi parce que lorsqu'on a promulgué la loi de programmation militaire, il y a, je crois, 1 année et demie ou 2 ans, on a pris, n'est-ce pas, cette proposition-là et on l'a mise dans le texte pour qu'on ait 500 000 hommes de troupes. Parce que le pays doit être bien cadré. Pourquoi de temps en temps vous entendez que dans les Kayemba là-bas, l'armée angolaise est rentrée, au Katanga là-bas, l'armée tanzanienne ou l'armée zambienne est rentrée? Parce que vous pouvez faire des pans entiers sur notre territoire, 200-300 km, vous ne rencontrez aucun policier, aucun militaire. Donc nous avons effectivement un problème. Alors aujourd'hui, devons-nous compter à ces Occidentaux qui nous endorment jour et nuit? Mais j'ai l'impression que nous, Congolais, nous voulons faire sous-traiter notre sécurité aux étrangers. Et ça, ce n'est pas normal.
Ces gens-là, non, ils ne viendront, je l'ai dit avant même la signature des accords là de Washington et de Doha. Je l'ai dit 2 ou 3 semaines avant la signature, j'ai dit, il n'y aura rien. Je l'ai dit, bon, les gens ne m'ont pas cru, comme toujours, comme il y a des gens qui font des analyses de courte durée. J'ai dit, il n'y aura rien. Il n'y aura aucun Américain qui viendra mourir pour vous ici. J'ai demandé que nous puissions nous organiser. Qu'est-ce qui manque à ce pays? C'est l'argent pour acheter les armes, ce sont les effectifs de l'armée qui manquent, c'est l'organisation qui manque ou quoi? Pour que nous ayons quémander une protection occidentale. Ça ne viendra pas. Et regardez maintenant, par exemple, comment on commence à se moquer de nous. Tout le monde était focalisé sur ce fameux bolos-là. Maintenant, qu'il a fait un discours qui a décidé... ceux qui pensaient que les Américains viendront mourir pour nous, maintenant on les traite de Rwandais. Ah, Bolos, Rwandais. Non, c'est nous qui avons été naïfs. Parce que vous pensez qu'un occidental, il peut comme ça se livrer chez vous. Ces gens-là, ce sont des capitalistes. Ils ne voient que leurs intérêts. Ils ne viendront jamais mourir pour vous. Même ce Donald Trump là, sur qui vous reposez vos espoirs. Mais c'est un homme d'affaires, c'est un commerçant. Trump n'est pas un politicien, c'est un commerçant. Tout ce qu'il fait pour lui, c'est le lucre, l'intérêt. Vous voyez comment il fonctionne dès qu'il y a des problèmes. Mais apparemment, M. Leterre, tous les efforts que fournissent les chefs de l'État, la diplomatie, vous ne voyez pas ça. Mais moi, je n'ai pas besoin de voir ce qu'on fait comme voyage et tout ça. J'ai besoin de voir le résultat. Depuis qu'on a été à Doha et aux États-Unis, qu'est-ce qui a changé à l'Est? C'est ça le problème. Est-ce que le fait d'aller à Doha et aux États-Unis, ça a amené une amélioration de mes frères de l'Est là-bas? Ils ont cessé de mourir. Encore qu'aujourd'hui, on est dans une confusion. Je ne sais pas qu'est-ce que nous voulons. Je suis en train de le dire depuis 3, 4, 5 mois. Je dis, je ne sais pas qu'est-ce que le Congolais veut. Nous parlons dialogue. Nous parlons réconciliation. Nous parlons cohésion nationale. Et en même temps, on déclenche des poursuites contre les membres de l'opposition avec qui on doit dialoguer. Mais il n'y a pas de réconciliation. Est-ce qu'on veut concilier? Il n'y a pas de réconciliation sans justice, non? Mais la justice, j'ai toujours dit que la justice doit être juste. C'est ça le problème. Vous savez, quand on a poursuivi Constant Moutamba, vous savez pourquoi une bonne frange de la population soutenait Moutamba? Ce n'est pas nécessairement parce que ces gens-là n'ont pas cru aux infractions mises à sa charge, mais parce qu'ils ont constaté qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a des gens qui ont fait pire que Moutamba, qui ne sont pas poursuivis, qui se promènent allègrement ici. C'est ça le problème. Lorsque la population sent que la justice ne fonctionne pas à bon escient, que certains peuvent être poursuivis avec facilité et que d'autres sont protégés, les gens réagissent. C'est pourquoi vous avez vu ce soutien à Moutamba. C'est ça le problème. Si nous voulons être justes, alors soyons justes jusqu'au bout. Mais il ne faut pas qu'on puisse choisir que la justice ne soit prompte à poursuivre certaines personnes et d'autres non. Bon, maintenant, aujourd'hui, là, avec le procès Kabila, je me pose beaucoup de questions. Essayons de raisonner à haute voix. Aujourd'hui, nous cherchons la cohésion nationale, nous cherchons le dialogue. Le gouvernement congolais est en train de négocier avec l'AFC M23 à Doha. Alors, on me dit que le patron du M23, AFC M23, c'est Joseph Kabila Kabange. Vous condamnez le patron de AFC M23 à la peine capitale. Mais vous négociez avec ses lieutenants. Bon, maintenant, suivons ces raisonnements-là, si vraiment nous sommes logiques. Si réellement les gens qui négocient à Doha sont les émissaires de Kabila, quand vous condamnez leur chef, quelle est la réaction? Donc le chef peut dire, bon, comme ils m'ont condamné, retirez-vous de ces négociations-là, on ne négocie plus. C'est ça la réalité. Si réellement, Kabila est le chef du M23, donc il peut donner des ordres à cette délégation, rentrez, j'ai été condamné, n'allez plus. Bon, est-ce que c'est ce que nous voulons? Comment vous négociez avec des gens pendant que vous connaissez leur patron, mais vous ne négociez pas avec les patrons? Merci. Donc on doit quand même être cohérent dans le raisonnement. Il faut être cohérent. Vous savez, quand on veut faire quelque chose, hein, il faut un peu beaucoup plus de réflexion. Quand une chose est trop belle, on a même difficile à y croire. Et c'est ainsi que
On dit qu'il n'y a pas de crime parfait. Parce que comment vous négociez avec les M23, mais vous condamnez leur patron? Alors quel résultat vous voulez? Soit vous ne voulez pas de la négociation, ou vous ne voulez pas du dialogue. Merci. Donc c'est ça qui montre l'incohérence de l'action du gouvernement. Merci. Qui veut une chose de son contraire. Merci, Maître Eleuther. Il y a Ernest est déjà avec nous. Jusque-là, Ben José n'est pas encore arrivé. Ernest, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mes co-débatteurs, bonsoir à tous les Congolais, particulièrement à ceux de l'Est qui sont abandonnés par les pouvoirs de Kinshasa. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. Comment vous avez trouvé son discours? Bon, selon la logique de M. Tshisekedi... Il a réagi en père de famille qui cherche la paix pour ses enfants. Croyez quand même à ses œuvres. Non, madame. Comme disait Joseph Kabila. Non, madame. Même si vous ne m'aimez pas, mais croyez quand même à mes œuvres. Pourquoi pas l'aimer? Pourquoi pas l'aimer? C'est un frère congolais. Vous enviez sa place? Pas nécessairement. Le problème qu'on a, il a le destin de plus de 120 millions de Congolais entre ses mains et puis il ne sait pas être rationnel, être cohérent. Et c'est ce qui fait que nous puissions un peu corriger, critiquer et puis proposer des pistes de solutions. J'ai suivi religieusement mon co-débatteur, mon aîné qui est sur le même plateau avec moi. Je ne sais pas, il est de quelle obédience? C'est un analyste politique indépendant. Ok, félicitations pour des analystes très, très rationnelles et qui peuvent aider ce pays à avancer. Si seulement les autorités pouvaient prêter oreille à ce qu'il a essayé de parler sur votre plateau. M. Tshisekedi est allé se plaindre à New York, comme ça a toujours été dans ses habitudes. Ce que moi j'ai regretté dans son discours, lorsqu'il a insisté auprès de la communauté internationale, les Américains y compris les Européens, concernant l'accord de Washington, il a dit, je cite un texte ces mots, il dit si l'accord de Washington n'est pas respecté, donc si les Américains et les Européens ne font pas de leur mieux que cet accord soit respecté, appliqué à la lettre, le sang des innocents continuerait à couler à l'Est. C'était vraiment un aveu d'échec et puis un abandon total par rapport à ses responsabilités comme chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République, de la police et des services de sécurité. Donc il a abandonné la population de l'Est. C'était une façon de nous dire que son gouvernement est dans l'incapacité totale de récupérer les territoires entre les mains du M23 AFC, de sécuriser les Congolais. Et on entend que la communauté internationale puisse faire quelque chose pour nous. Alors moi, je me demande pourquoi il est là, s'il peut encore se référer à son serment qu'il avait prêté à 2 reprises et tenir de tels propos devant tout le monde. C'était vraiment regrettable. Et je ne sais pas dans quel état d'esprit se trouvent nos compatriotes de l'Est par rapport aux propos tenus par M. Tshisekedi à l'ONU. Selon vous, de décider, vous avez voulu qu'il dise quoi? Quel serait son message phare? Il allait remercier la communauté internationale pour les efforts fournis au niveau de Doha et de Washington et leur demander de nous accompagner avec les processus de Kinshasa, que nous puissions nous parler. Parce qu'au-delà des différents... Et pourquoi vous insistez plus au dialogue? Parce que, madame, au-delà des différents... Nous connaissons les joueurs et leur jeu. Ça finit toujours par le partage de postes. Non, il y a un petit souci. Et par une transition qui entraînera le glissement du pouvoir. Il y a un petit souci et je pense que les Américains... Nous allons voir que l'opposition a donné le béquille à M. Félix Tshisekedi. C'est ça le grand problème aussi. Non, organiser le dialogue à l'interne n'est pas synonyme de prolonger les mandats présidentielle. Le problème, c'est quoi? J'ose croire que les Américains aussi l'ont compris, parce que lorsqu'ils nous demandent de négocier, et puis ils retardent toujours les sommets, les fameux sommets qui devaient se tenir entre le président Kagame, le président Tshisekedi et Donald Trump, c'est parce qu'il y a des problèmes à l'interne qui doivent être résolus. Surtout, et j'ai écouté mon aîné ici parler de la cohésion nationale, la cohabitation pacifique entre les communautés. C'est un vrai problème qui fait des morts aujourd'hui à l'Est. Et Kinshasa fait semblant de ne pas les reconnaître. Il y a un vrai problème de cohabitation, surtout ceux qui ont un faciès, c'est pas moi, nilotique, payent les prix à l'Est.
alors qu'ils sont congolais, leurs ancêtres ont été sur le sol congolais il y a de cela 40, 50, 60 ans, avant même l'indépendance, mais ils sont marginalisés. Alors, c'est un problème qui concerne les Congolais et qui doit être traité par les Congolais. Si on demande un dialogue à l'interne, ce n'est pas pour prolonger les mandats de M. Tshisekedi, c'est que les Congolais puissent se parler. J'aimerais vous relancer par une question que je posais tout à l'heure à Maître Eleuther. Vous voulez le dialogue. Quand on parle du dialogue, on voit la réconciliation de tout un peuple. Mais il n'y a pas de réconciliation sans justice. Et vous, de décider, vous devez être content parce que Joseph Kabila, son procès avait eu lieu. Vous êtes parmi ceux de l'opposition d'hier qui a accusé Joseph Kabila d'être en fait, le grand mot de ce qui ronge le pays. Ce qui se passe à l'Est. Et quand même, vous devriez saluer cet acte de ce procès. Bon, on ne sait pas. Il est condamné à mort et sa photo est amenée en dolo. Et comme il a été condamné hier, aujourd'hui matin, les M23 a libéré les territoires occupés. Mais comment vous êtes content? Ce verdict nous a aidé à avancer sur quel plan? La question, c'est ça. C'est ça. Il a été condamné, lui qui est le patron du M23, selon les pouvoirs de Kinshasa. Et les matins, nous avons vu les M23 libérer les territoires occupés. Ce n'est pas ça le problème. Nous voulons qu'il y ait des procès équitables pour tout le monde. Mais pour ce qui s'est passé... Vous êtes devenu l'avocat des Kabila. Non, pour ce qui s'est passé, moi je pense qu'il y a... Non, ce n'est pas un changement. Nous voulons être rationnels. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui a des répercussions pour la nation, pour 10, 15, 20, 30 ans. Hier, Kabila était votre bourreau. Mais aujourd'hui, vous prenez part de Kabila. Je ne prends pas part pour Kabila, madame. Mais je ne prends pas part pour Kabila. Oui. Mais je vous dis sincèrement qu'on veut qu'il y ait un procès équitable pour Kabila. C'est ce qu'on peut lui reprocher. Mais à cette période, nous osons croire que le mieux serait de privilégier d'abord les dialogues, la cohésion nationale, la voie pacifique pour régler les conflits à l'interne. Et on verra. Nous sommes une famille. Parce que nous sommes Congolais, nous sommes une famille. Et Kabila, c'est un fils de ce pays. Il est aussi de notre famille. Donc on doit chercher à... Kabila est congolais? Oui, il est congolais. Il est congolais. Vous ne pouvez pas dire aux gens... Il n'est plus rwandais ou tanzanien? Si Kabila n'est pas congolais, alors passez-moi l'expression, nous qui avons accepté qu'il soit là 18 ans, chef de l'État, autant d'années, chef d'état-major, nous sommes des naïfs pour ne pas dire que nous sommes des idiots. Il ne faut pas chercher à se faire humilier, à se faire ridiculiser sur le plan international pour des histoires qui ne cadrent pas avec la raison. Kabila, c'est un Congolais, il a été chef d'État de ces pays pendant 18 ans. Et tous ceux qui disent aujourd'hui que Kabila n'est pas étranger étaient là, vivants. Ils peuvent dire à leurs enfants pourquoi ils ont laissé ce monsieur 18 ans d'Iran alors qu'ils savaient qu'il était étranger. Il y a ceux-là même qui ont été vice-présidents de ce monsieur. Ils ont géré avec Kabila 18 ans d'Iran, vice-président de la République. Et ils savaient que ce monsieur était rwandais, un étranger. Donc ce sont eux qui sont les plus mauvais par rapport à Kabila. Parce qu'ils connaissaient la vérité et ils nous ont caché cela pour leurs intérêts égoïstes. Nous, on ne défend pas Kabila. Mais nous pensons qu'au moment où nous nous trouvons, il faut privilégier les dialogues. Vous allez condamner Kabila. Et vous pensez que l'M23, si réellement Kabila est le patron du M23, comme disait mon aîné ici, il va accepter de se mettre autour d'une table et puis pacifier les pays. Parce que nous devons pacifier les pays. Nous devons parler le même langage, penser, reconstruire la nation, amener le développement pour nos populations. Il faut se mettre autour d'une table. Nous, on attendait que M. Tshisekedi puisse remercier la communauté internationale pour tous ces efforts réalisés à Doha et à Washington, qui concernent les Rwandais et les M23, et pour des causes endogènes, penser mettre tous les Congolais autour d'une table, Kabila y compris, 6 mois, qu'il soit là, pour que chacun nous dise pourquoi il est frustré, pourquoi il a pris les armes, pourquoi, et on va trouver des solutions entre Congolais. Ça a toujours été notre mode de vie, les dialogues, que dirais-je, l'arbre à palabre. Ça a toujours été notre quotidien. Nous vivons comme ça. Si Kabila un jour a accepté d'être sur une même table, avec Bemba, avec Roubert et les autres qui étaient des rebelles, pourquoi pas aujourd'hui et faire avancer les pays? Et voilà, Ronnie Manzila, nous avons besoin de toi. Je vais passer la parole à Maître Eleuther Kuyunga. Maître Eleuther, ce qui a amené le chef de l'État aux Nations Unies, c'est par rapport à cette question de l'Est. Aujourd'hui, nous constatons comme si nous tournons à rond. On a toujours dit au grand mot, grand remède. Que faire? Moi, je ne cesse de le dire, le seul remède pour retrouver la paix au Congo, c'est le dialogue. Il n'y a pas 36 solutions, c'est les dialogues.
Mais il y a eu autant de dialogues. Tant qu'on va éviter ces dialogues-là, rien n'avancera. Ce n'est pas les arrangements avec les Américains qui vont changer les choses sur le terrain. Ça, c'est faux. Ça, c'est être naïf. Il faut dialoguer. Regardez. J'ai toujours dit une chose. Nous avons une crise multiforme et multisectorielle. Parce que il y a certains amis qui sont tellement fanatiques qui pensent que nous n'avons qu'une crise sécuritaire. C'est faux. Nous avons aussi une crise politique. Nous avons même une crise sociale. Et j'ai toujours posé une question. Concernant la crise sociale, il y a quand même le dollar. Oh. Le dollar Il ne faut même pas parler de ça, ça c'est des choses factices. Le dollar qui t'a bon dit m'a rappelé bateau. Quand tu es venu ici dans ton transport, là, on a réduit le prix du transport. Ou bien hier, quand tu as fait le marché, tu as vu qu'il y a baisse de prix. Et attends, ça va remonter dans une ou deux semaines, ici, vous verrez. Mais ce n'est pas la première fois. Ça fait quelque temps on a eu les mêmes phénomènes. On nous a volé nos dollars pendant 2 semaines, 3 semaines, à bas prix, et puis un moment, pouf, c'était reparti. N'oubliez pas. Donc, j'ai toujours dit ceci. Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes politiques qui sont en exil. Ces gens qui sont allés en exil, est-ce qu'ils sont allés en exil du fait du M23? Non. Ils sont allés en exil du fait de divergences politiques avec le régime en place. Alors, aujourd'hui, même si nous gagnons militairement le M23, ceux qui sont en exil vont revenir? Ils ne reviendront pas. Donc, la crise n'est pas seulement sécuritaire, elle est aussi politique. Et c'est ainsi que M. Boulos, sur lequel nous pensions reposer nos espoirs, nous a rappelé que non, il faut d'abord que vous, Congolais, vous puissiez vous asseoir ensemble et chercher les causes profondes de cette crise. Les causes profondes, c'est ça qu'il faut chercher. Même cette crise sécuritaire à l'Est là. Il y a des causes profondes. Donc c'est par là qu'il faut commencer. Parce qu'il ne faut pas soigner les conséquences, mais il faut soigner les causes. Quand vous soignez les causes, les conséquences disparaissent. Mais quand vous restez sur les conséquences, eh bien, vous laissez la cause, rien ne marchera. C'est comme quelqu'un qui a un abcès. Au lieu de crever l'abcès et enlever le puits, lui, il met des sparadraps sur l'abcès. Il met des sparadraps sur l'abcès, il laisse le puits dedans. Et vous n'aurez jamais de solution. Vous aurez toujours des douleurs chaque jour. Et pour finir avec ça, il faut crever l'abcès, enlever le puits et vous pensez la plaie. Or, c'est ce que le Congolais vous venez de soulever une bonne question par rapport à ceux qui sont en exil. Un exemple concret, Jean-Jacques Mamba, un député national honoraire, il y a eu les élections juste quand je crois il n'avait pas réussi ou il a été invalidé, il s'en va en exil pour s'allier à Corneille Nangaa. Corneille Nangaa lui-même, ancien président de la CENI, et tout d'un coup, comme ça, lorsqu'on leur a ravi le carré minier, avant d'abord ça, il crée son parti politique et par après, il change de casquette, il s'en va à l'Est pour devenir rebelle. Dites-moi, ces genres de personnes, est-ce qu'ils ont-ils raison? Elles ont-elles raison, ces genres de personnes? Dites-moi un peu. Écoutez, soyons quand même rationnels et objectifs. Nous sommes rationnels. Ici, nous ne venons pas faire du sentimentalisme. Franck Diongazeli poste était à Zuité à qui a commis rebelle. Non, non. Jean-Claude Mvouemba, après avoir reçu la chicotte à l'Assemblée provinciale là-bas comme président, il s'en va, il devient rebelle. Joseph Kabila, mêmement. Ancien président de son État, il devient rebelle. Non, non. Bientôt, on verra aussi Martin Fayulu devenir rebelle. Et Christian Mwamba devenir rebelle. Maître était rebelle. Distraction. Moi, je ne serai jamais rebelle. Le problème, c'est celui-ci. Vous savez, quand on est dans une société, il faut savoir respecter les autres et surtout savoir tenir les engagements. Respecter les engagements. Respecter les contrats ou les clauses qu'on signe avec les autres. Regardez par exemple l'histoire de Nangaa. Bon, je ne sais pas dans quelles circonstances on lui a donné ces carrés miniers-là. Mais certainement c'était un arrangement. Alors, pourquoi vous vous êtes mis d'accord? Bon, Nangaa, vous, comme récompense, on vous donne des carrés miniers. Pourquoi les ravir? Dans ce pays ici, il n'y a plus d'espace où il y a des carrés miniers. Il fallait seulement prendre les carrés miniers de Nangaa. Donc, quelque part, évitons de frustrer les gens. Vous voyez ça? Donc, quand vous prenez des engagements et que vous le respectez, mutuellement, vous vous respectez.
Mais quand ceux qui signent des engagements avec vous sentent qu'à tout moment vous les flouez, vous les frustrez. Donc, pour mettre fin à ça, nous devons nous asseoir autour d'une table. Et je ne cesse de dire aux amis que tout finira autour d'une table. Que ceux qui refusent le dialogue ou ceux qui ne le veulent pas, le président de la République, à un moment donné, va convoquer le dialogue et les gens seront autour de table. Mais ça entraînera la transition, n'oubliez pas. Hein. Transition ou pas, ce qui intéresse la population, c'est la paix. Parce que j'ai fait une émission il y a, je crois, 2 semaines ici, où j'ai attiré l'attention des Congolais sur le risque de balkanisation du pays. Nous sommes en train de nous amuser ici à Kinshasa. On se la coule douce ici, on raconte des histoires à dormir debout. Mais le pays, si nous ne faisons pas attention, est en train de partir. Parce que quand vous suivez ce fameux bolos-là, eh ben, il y a une déclaration qu'il a faite là qui tend à prouver que nous sommes maintenant, il y a même 2 Congos maintenant. C'est très dangereux. Merci. Parce que regardez ce qui se passe à l'Est. Nos amis qui sont dans la rébellion là-bas, ils ont leur armée. L'armée, c'est un attribut de souveraineté d'un pays. Bien sûr. Ils ont leur police. Ils ont fait leur rentrée scolaire, qui n'avait pas été lancée par notre ministre. Maintenant, j'apprends qu'on a installé une banque là-bas. Et nous avons suivi il y a 2 semaines, ils sont en train de recruter des magistrats. Ces magistrats-là, les examens ou c'est pas moi feront des tests ou quoi, en tout cas, ils ne seront pas gérés par le Conseil supérieur de la magistrature qui se trouve à Kinshasa. Ce sont des attributs de souveraineté. Mais les Congolais sont tellement dans la distraction. J'ai toujours entendu na Congo ekoyate, biso ezamboke laka. Parce que comme nous sommes tous devenus des gens qui croient n'importe quoi, mboke laka. J'ai demandé qui vous a dit que le Congo est un mboke laka? Qui vous a dit ça? Parce que vous n'êtes pas chrétien, vous ne croyez pas en Dieu? Non, Dieu n'a jamais dit que le Congo est un mboke laka. Ça sont j'allais dire des charlatans qui racontent ça. Merci, maître. Pourquoi Dieu dirait que le Congo est un mboke laka, pas les autres pays là? La Yougoslavie aujourd'hui n'existe plus. Vous pensez que la Yougoslavie, il n'y avait pas de chrétiens là-bas? La Yougoslavie était disloquée. Aujourd'hui, ce pays-là est devenu Monténégro, Serbie et consorts. L'Éthiopie a été disloquée. L'Érythrée dont vous entendez parler, c'était le problème de l'Éthiopie. La Tchécoslovaquie, même Soudan du Nord et du Sud, tout près de nous. Alors vous pensez que demain, avec cette avidité de multinationales à contrôler les provinces des minéraux, si demain ils financent de l'argent là-bas, ils disent bon, on va faire un référendum, tout ça. Mais ils vont financer et puis ce sont les Américains qui seront pressés et les autres à dire nous reconnaissons ces référendums d'autodétermination. Vous comprenez? Et les gens se seront, ils se mettront tout ça à côté. On va reconnaître cet État-là. Merci, maître Leclerc. République du Congo de l'Est. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Merci. Donc il faut dialoguer. Merci beaucoup. Maître Christian Mwamba va bien rebondir. Au grand mot, grand remède. Oui, je voulais... Au cas où Félix Tshisekedi annonçait accepter le dialogue en 2027. Effectivement. En 2026 ou 27. Vous ne voyez pas que ça entraînera la transition, cette transition-là nous amènera au glissement? Il n'y aura pas de glissement après ce dialogue-là. Je voudrais d'abord... remercier les confrères qui viennent de prendre la parole tout à l'heure. Ils venaient de parler d'éviter des frustrations qui sont les causes profondes des maux qui sont en train de gangréner notre pays, d'entraîner notre pays dans le mal. Tout en rappelant que parmi les 12 recommandations que le patriote, les compatriotes Joseph Kabila qui venait de nous donner le 23 mai de cette année, le point 7, Kabila a dit ceci: relancer le développement par des mises en place de la bonne gouvernance, une gouvernance orthodoxe et une répartition équitable des ressources naturelles. N'est-ce pas que c'est parmi les points qui nous met en divergence avec plusieurs?
Vous venez de poser la question aux confrères en face de moi. Pourquoi Nangé aller, pourquoi Nangé devenir rebelle? Frustration. Vous savez bien, à cause de ces carrés miniers. Effectivement, Kabila étant un vrai patriote, il l'a compris, il l'a mis dans les 12 recommandations. Si on se mettait ensemble, si on essayait calmement de partager les ressources naturelles entre les filles et fils du pays, il n'y aura pas ça. Ça, c'était en passant. Je voulais parler de dialogue tant attendu. Vous et moi, nous sommes en train de vivre les moments les plus sombres de notre pays. Je ne sais pas comment, je manque de mots susceptibles de qualifier la gestion que nous avions aujourd'hui. L'autre fois, au moment du Génocoste, on a parlé du gouffre, mais pour signifier, qualifier l'état actuel de notre pays, je manque de mots. Nous venons d'avoir Peter Kazadi, père de famille, qui a fait cela, qui n'a pas été... Nicolas Kazadi. Et à gauche, celui-ci, qui n'est plus père de famille, qui devient mère de famille, on ne sait pas comment le qualifier. Et à gauche, on négocie. Je suis en train de me référer plus dans ce que venaient de dire tout à l'heure les confrères. Par exemple, sur le dossier du procès Joseph Kabila. Joseph Kabila est de l'AFCM 23, les patrons qui est condamné alors qu'on négocie, et à Doha et à Washington. Il y a même 2 semaines où on venait d'avoir des négociations directes entre Kinshasa et Kigali. Je suis dans un tourbillon où je ne sais plus me situer par rapport à la gestion. Comprenez mes émotions. Je ne sais plus... Je me réfère encore à un grand frère qui était le jour de la destitution au Palais du Peuple. J'étais son nom. C'est lui qui avait pris la parole. Il a dit, le peuple est en train de nous regarder. Il a été étouffé. Bitakwira. Bitakwira voulait faire revenir nos députés à la raison pour leur dire stop, arrêtez, on est en train de nous regarder. Aujourd'hui, même le temple de la démocratie a perdu tout son sens par rapport au théâtre. Regardez pourquoi Kabila a demandé à ce qui est la bonne gouvernance. Regardez le départ de Janine Mabunda. Je l'ai dit une fois ici. Regardez le départ de Tambwe Mwamba. C'est devenu le mode opératoire pour l'installation de la dictature. Chose que même mon co-débatteur de l'ECID a dénoncé il y a sous peu, par rapport à l'installation de la dictature. Sincèrement, nous sommes déçus à la gestion actuelle du pays parce qu'on croyait réellement à la lutte de Papa Étienne Tshisekedi, à l'instauration et à l'avènement d'un état de droit. Nous pensons que le chef de l'État va se ressaisir, il va rejoindre l'initiale, parce qu'aujourd'hui, même notre justice a perdu le sens sacro-saint du respect de la vie de l'humain, qui est un droit auquel on ne peut pas toucher. Tshisekedi finira par partir un jour ou l'autre, mais dans le respect des droits de la Constitution de notre pays. Il n'y aura pas de report, il n'y aura pas de glissement. Nous allons nous dire en face. Et le premier point, la première demande sera le départ d'abord du gouvernement qui ont montré ses limites et ses incapacités. Et puis les Congolais ensemble, nous allons décider sur l'avenir de notre pays. On n'a pas de pays. On a un seul pays que nous devons léguer à nos parents. Mes parents, faibles qu'ils sont aujourd'hui, nous avions des enfants auxquels nous devons laisser un pays entier. Comme l'a dit Mobutu, le Congo est indivisible, et comme a dit Joseph Kabila avant son départ, que je laisse aujourd'hui ces pays. Quand il a laissé ces pays, le pays était en entier avec son intégrité territoriale conservée et respectée. Merci. Ernest va y répondre. Que faire? Quelles sont les solutions? Il y a une Parce que jusqu'à présent, le dialogue n'est pas une option voulue par le pouvoir en place. Nous allons continuer à voir nos frères mourir. Que faire? Bon, j'ose croire, madame, c'est le seul camp qui refuse de comprendre. L'Union sacrée seule est restée dans sa logique de... C'est pas moi de reconquérir les territoires occupés, c'est pas moi par quel miracle, parce qu'il n'y a pas une armée, tout a été émietté par des nominations fantaisistes, des gens qui ont été à peine 2 ans, major, capitaine, aujourd'hui se retrouvent
des généraux et qu'on envoie au front, ils sont les premiers à prendre la poudre des scampettes. Et puis, mais on voit toute une armée faire mourir un général au front, un gouverneur militaire de son État. Je ne sais pas par quelle tactique militaire ces généraux s'est retrouvé à la ligne de front et être criblé des balles. C'est vraiment, il n'y a jamais eu de lumière par rapport à sa mort, mais un jour la vérité sera éclatée au grand jour. Parce que moi je comprends très mal qu'un général puisse mourir comme ça au front et puis à ses côtés il n'y a pas eu vraiment assez de décès. Il était seul ou il était dans une promenade sur la ligne de front, on n'a jamais compris cela. Mais l'FCC, l'Union sacrée continue à garder sa position, des naïvetés je dirais, parce que même là où reposaient leurs espoirs, on leur a dit la vérité en face, il faut un dialogue à l'interne. Et quand il y a une dynamique à l'interne, on saura maintenant faire face à ceux qui nous attaquent de l'extérieur. Mais pourquoi les camps Tshisekedi refusent de dialoguer? D'abord, je prends les mots de mon co-débatteur, le non-respect des engagements, le non-respect des paroles données. M. Tshisekedi a des problèmes même au sein de l'Union sacrée avec ses alliés. Vous voyez, le départ des Caméré, ce n'est pas une bonne affaire. Ne pense pas que Caméré est parti tout joyeux. Non, c'est une crise au sein de l'Union sacrée. Même lorsque Bahati se retrouve deuxième vice-président du Sénat, il est là, parce qu'il doit être là. Ce sont donc des causes, des crises à l'interne au niveau de l'Union sacrée. Alors, M. Tshisekedi refuse d'être en face des Katumbi, à qui il a des différents, en face de Kabila, en face de Fayoulou, en face de Nanga. Donc, vous voyez tous ces gens-là, tu sais qu'il y a des problèmes avec eux. C'est ça. Et dans sa logique, un autre élément, accepter le dialogue, c'est accepter aussi de partir calmement en 2028. Parce que parmi les résolutions qui sortiraient de ces dialogues, ce qui ne va pas manquer, c'est le respect du nombre et de durée du mandat du chef de l'État. Donc on ferait de toutes les manières qu'il y ait des élections en 2028. N'oubliez pas, juste après le départ des Caméré, il y a eu un groupe parlementaire des députés de l'UDPS qui ont soulevé la question sur le changement de la Constitution. C'est ce que j'ai dit. Donc, de la même manière que vous vous préparez aussi, non, ne vous dérangez pas, madame. Ils vont l'union sacrée, comme disent les autres, où il y a moins de 10 000 de cadres, vont se retrouver devant 110 millions de Congolais. Et on verra qui va gagner. Qu'ils osent, non, ne vous dérangez pas, madame. Qu'ils osent seulement. S'ils sont des hommes qui portent des pantalons, qu'ils osent seulement toucher à la Constitution. Nous avons dit, pas de changement, pas de modification. En tout cas, s'ils aiment encore ces pays et qu'ils aiment aussi leur propre vie, qu'ils ne touchent pas à la Constitution. Ça, c'est vraiment quelque chose de sacré. Là, on ne se laissera pas faire. Et comme a dit l'évêque Monseigneur Chollet, donc ce régime doit se préparer à tuer tous les prêtres et après ils vont modifier la Constitution. Donc ils se préparent avec autant de cercueils, il y a des prêtres et des Congolais qui refusent cette logique-là, qu'ils préparent autant de cercueils pour nous autres là, qui se préparent, ils nous tuent, ils nous enterrent et après ils vont modifier la Constitution. En 2028, c'est que sera... dans des fausses communes comme à l'époque. Oui, ça ne dérange pas, mais l'histoire jugera tout ce qui va se passer. En 2028, qu'il le veuille ou pas, Tshisekedi sera un deuxième sénateur à vie. Il va siéger là-bas au Sénat, comme son frère Kabila. Parce qu'après les dialogues, on va réhabiliter Kabila dans ses droits et il va siéger là-bas comme sénateur à vie. On va les réhabiliter. Ça, c'est un procès. Ça, c'est un procès maquillé. Non. Nous, on veut une justice équitable. Merci. Oui, on n'est pas là pour Kabila. On veut une justice équitable. Hein? On veut une justice équitable et nous pensons que c'est parmi les points qui vont faire revenir la paix entre les Congolais. Effectivement. Voilà. Donc nous sommes pour la paix et nous sommes prêts à payer tous les prix. On va réhabiliter Kabila dans ses droits. Il revient comme sénateur à vie. C'est un patrimoine national, ça il ne faut pas l'oublier. Tshisekedi aussi va rejoindre. On aura 2 sénateurs à vie. C'est déjà un avantage pour la République. Il pourra être le vrai conseiller de celui qui va les remplacer en 2028. Merci beaucoup. Et voilà, je suis vraiment désolée.
il y a ceux du pouvoir que nous avions invités, ils ont accepté notre invitation. Malheureusement, ils ne sont pas venus. Donc, ne tenez pas rigueur que opposition, parce que les Kinois aiment beaucoup parler, hein, surtout les Congolais. Et voilà, avant de donner la parole de clôture à chaque invité, j'aimerais d'abord lire ce communiqué nécrologique. Le parti politique PDLP et la famille biologique de M. Kapena ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur président national, survenu la semaine dernière suite à une longue et pénible maladie. Et voici le programme. Le vendredi 3 octobre, veillée mortuaire en la salle Kidas, dans la commune de Mongafula, à Remunongo. Et puis le lever du corps aura lieu aux cliniques universitaires, au campus de Kinshasa. Ainsi interviendra l'inhumation au cimetière des Mingadi. Mesdames et messieurs, la famille biologique Kinactu vous présente nos sincères condoléances. Président Théophile Kapena, vous étiez pour moi un frère, un invité de tout le temps. Lorsque j'étais à Saint-Bédigi et Africa Télévision, à chaque que vous avez eu vos activités, Minouchka participait toujours. Je garde des bons souvenirs pour vous. Que l'Éternel vous reçoive dans sa félicité, paix à votre âme. Nzamba bondi samitema yalibota. Je donne la parole, le dernier mot à Maître Christian Mwamba. Veuillez clôturer. Je remercie l'ensemble de ceux qui sont en train de nous suivre. Nous ne passons pas ici pour perdre le temps, nous passons pour édifier, réveiller la conscience nationale afin de redresser les pentes de défaillance de la gestion de notre pays. Nous espérons demain un Congo meilleur avec des cadres qui sont encadrés, qui ont des armes à main pour défendre notre pays. De par l'ensemble de compagnons de Joseph Kabila, l'ASBEL, je les salue en passant. Là, il y a l'honorable Dunia Kilanga qui se donne corps et âme pour la formation des jeunes. On forme les jeunes sur le leadership, sur le nationalisme, le patriotisme, qui sont des valeurs, malheureusement aujourd'hui, bafouées par la classe dirigeante aujourd'hui. Je pense et j'espère à un Congo meilleur demain, ensemble. L'unité du Congo est le pilier non négociable. Pour l'unité du Congo, Mobutu a accepté de signer des pactes même avec les diables. Merci. Qui ne sera pas bafoué aujourd'hui par les pouvoirs en place. Je vous remercie. Ernest, mot de la fin. Les mots de la fin, je salue les amis des distingués de Fayoulou, dont je suis le coordonnateur national, de partout où ils sont. Et je demande à la classe dirigeante, les pouvoirs en place, de prendre ces sursauts patriotiques, d'accepter de se mettre autour d'une table avec tous les frères, tous les fils et filles de la République. Et dans ces dialogues, les points essentiels, nous devons faire une décrispation politique qui va permettre à ceux, même ceux qui sont en exil, de retourner au pays, et toutes les composantes de la vie politique congolaise, de se mettre autour d'une table. Penser nation, merci. Penser à ceux qui ont encore 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui vont nous juger dans 30 ans. Merci beaucoup, Maître Eleuther, clôturé. Merci. Je vous remercie d'abord de cette invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir honoré pour la première fois. Parce que c'est la première fois que je viens chez vous. J'espère que ça ne serait pas la dernière fois. Bon, je l'espère bien, moi aussi. Je remercie tous les téléspectateurs. J'invite la classe politique, comme je n'ai cessé de le faire, de se dépasser, de mettre de l'eau dans leur vin pour que triomphe la cohésion nationale et surtout les dialogues. La paix pour ce pays ne viendra pas de l'extérieur. La paix doit être construite par les fils et filles de ce pays, en interne. Donc c'est inutile de se regarder en chair de faïence. Nous sommes tous Congolais, nous aimons tous notre pays. Privilégions le principal ou l'essentiel et ne nous attardons pas à l'accessoire. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cet échange citoyen. Nous avions reçu Maître Eleuther Silver Kiunga,
analyste politique indépendant, Maître Christian Mwamba aussi, analyste politique indépendant, Ernest Mouilou, il est cadre et communicateur de l'ECD. On a eu à décrypter sur le discours de le discours de Félix Tshisekedi au 80e sommet des Nations Unies. Mesdames et messieurs, restez branchés sur nos programmes. Dites merci à Rony Manzila et à Desanges à la régie. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah. Mais encore une fois, à la famille Kapena.